Aujourd'hui, interview d'Iris Bua, ingénieure et project manager au sein de Veolia à Sydney. Elle va nous raconter les difficultés à son arrivée depuis la Nouvelle-Calédonie, comment elle a réussi à s'intégrer puis à évoluer au sein de l'entreprise, et enfin les conseils qu'elle donnerait à d'autres ingénieurs arrivant en Australie. Allons-y. Donc, Iris, tu es arrivée en Australie il y a 2 ans maintenant, à peu près. Et avant cela, tu avais travaillé 3 ans en Nouvelle-Calédonie dans l'industrie. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé à venir ici? Pourquoi l'Australie? Alors, il faut savoir que moi, originalement, je suis de Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai quand même beaucoup. Je venais souvent en Australie quand j'étais jeune, etc. Et ça me plaisait beaucoup, ça m'a toujours beaucoup plu. Et en fait, je voulais partir à l'étranger, je voulais faire une expérience dans un pays anglo-saxon. Et du fait que je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, je voulais rester près de ma famille. Donc, c'était soit l'Australie, soit la Nouvelle-Zélande. Et l'Australie offrait quand même beaucoup plus d'opportunités d'embauche que la Nouvelle-Zélande, surtout sachant que j'étais quand même très jeune ingénieur, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'avais 27 ans, ça faisait c'est ça, entre 2 ans et demi, 3 ans que je travaillais, j'avais pas non plus énormément d'expérience, et j'ai pensé que c'était plus facile en fait de trouver du travail en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Même si tu aurais pu chercher en Nouvelle-Zélande et en Australie, tu as préféré centrer tes recherches en Australie. C'est ça, en fait, ça c'est surtout, enfin, disons que j'ai pas vraiment eu le choix dans le sens que j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie justement pour prendre un poste en Australie. Donc je cherchais un travail à l'étranger entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et j'ai pris contact avec les gens que je connaissais, et quelqu'un que je connaissais qui s'appelle Thomas m'a mis en contact avec un ingénieur français qui travaillait chez Veolia qui partait. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Donc comme la personne qui m'a recrutée à l'époque était française elle aussi, elle connaissait mon CV, elle connaissait l'école que j'avais faite, ça a été beaucoup plus facile. Et en fait j'ai quitté du coup la Nouvelle-Calédonie pour prendre un poste à Sydney en Australie. Mais disons que si j'avais eu des contacts en Nouvelle-Zélande qui avaient eu un poste intéressant aussi, j'aurais pu partir en Nouvelle-Zélande. D'accord. Pour revenir un peu sur ta recherche, justement, donc tu as été mis par contact de contact. Quelles étaient les autres pistes que tu aurais pu avoir? C'était uniquement, tu avais postulé en ligne, est-ce que ça avait marché ou non? Alors, donc en fait, j'ai pris contact avec les gens que je connaissais, c'est-à-dire des anciens, en particulier du réseau donc central, euh, que je connaissais ou que je ne connaissais pas mais qui habitaient en Australie. Donc je me suis servi de l'annuaire des centrales pour ça. Ensuite, j'ai évidemment regardé sur les sites principaux, Seek, Indeed, etc. J'ai postulé à plusieurs offres, c'est-à-dire je pense en l'espace de 4-5 mois à plus d'une trentaine. Je n'ai eu aucune réponse. Donc c'était quand même en 4-5 mois que tu as cherché. Oui, disons qu'en fait, l'idée est arrivée, on va dire, milieu d'année 2016. Et entre le moment où j'ai vraiment pris ma décision de partir, me dire c'est bon, c'est ce que je veux faire, et le moment où j'ai commencé à avoir l'idée, ben, j'ai postulé. On va dire, ça m'a pris, on va dire, 4-5 mois, avant que je me fasse vraiment à l'idée que je voulais vraiment partir et que c'était quelque chose que je voulais faire. Et pendant cette période, je regardais en fait. Et dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, je postulais. Et ça m'a quand même, voilà, j'ai quand même postulé à une trentaine de jobs. Et en fait, j'ai eu absolument zéro réponse. Et en parallèle, je me suis dit que ben, clairement, le réseau aiderait certainement beaucoup plus. Je pense que le fait que je n'étais pas en Australie, ça a été directement rédhibitoire pour toutes les entreprises, quoi. Donc quand ils voyaient que j'étais en Nouvelle-Calédonie, ben, je passais même pas les premiers entretiens, même si le CV pouvait être intéressant. Et en fait, voilà, donc le réseau s'est avéré être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapidement d'ailleurs, parce qu'entre le moment où j'ai commencé à contacter les gens et le moment où j'ai vraiment eu une piste, ça a pris peut-être 3 semaines. Ah ouais. Donc ça a été vraiment très rapide. Et sur cette piste, justement, chez Veolia, comment ça s'est passé en termes d'entretien? T'en as eu combien? Avec qui? Donc en fait, donc j'ai pris contact avec la personne que je connaissais qui m'a mise en relation avec cet ingénieur qui travaillait à Veolia. À partir du moment où on a été mis en relation avec cette personne, je lui ai envoyé directement mon CV et une lettre de motivation. Cette personne a envoyé directement mon CV en fait au chef de l'État du New South Wales, donc dans la partie Veolia dans laquelle j'avais postulé. Et en fait, cette personne était française aussi, école d'ingénieur, donc en fait, il a vu mon CV tout de suite. Et comme en plus j'avais été recommandée donc par un de ses employés, disons que ça a bypassé tout le process.
de recrutement en ligne. C'est-à-dire que normalement, ils avaient fait donc évidemment une recherche en interne, une recherche en externe sur tous les sites internet, et j'étais censée normalement postuler sur SIP ou sur Indeed et être sélectionnée par les recruteurs, et mon CV était censé arriver comme ça sur le bureau de cette personne. Donc ça a bypassé tout ce process-là, et je me suis donc retrouvée directement avec mon CV, et cette personne, donc mon ancien chef Jean-François, a demandé m'a demandé à ce que je postule en ligne pour que ça fasse un petit peu plus officiel. Et à côté de ça, a directement lui dit au RH, voilà, je veux l'avoir en entretien. Sauf que comme j'étais en Nouvelle-Calédonie, bah, en fait, on a eu des entretiens téléphoniques. Donc, Skype ou téléphone? Téléphone. Donc lui, il m'a appelé la première fois, il m'a appelé en téléphone, lui-même directement, pour m'expliquer le poste, etc., ce qui se passait, ce que c'était. Et une fois qu'on a eu cet entretien, j'étais contactée par la RH qui m'a organisé 2 autres entretiens. Donc un entretien avec la RH, qui je pense normalement aurait dû être le premier entretien, et un entretien avec la personne qui a été ma chef en fait. Et est-ce que la RH, l'entretien est normal ou elle savait que si tu avais pas passé le process, c'était un peu plus dur? Non, ça s'est pas senti. Franchement, elle a posé, en fait, elle avait clairement une liste de questions à poser, elle a posé ses questions, j'ai répondu. Du coup, j'entendais tapoter sur son clavier les réponses que je lui donnais. Mais disons que ça s'est pas du tout senti que j'avais pas passé le process ou quoi que ce soit. Et après, donc, le dernier entretien, c'était censé être un entretien sur Skype, mais à l'époque, ça marchait pas. Donc, on a eu un entretien téléphonique avec la personne qui a été ma chef. Française ou australienne? Non, ni française ni australienne, indienne. Ok. Donc on va dire moins plus de français, moins plus indienne et la RH était australienne. Et en fait, entre le moment où j'ai eu la première interview et le moment où j'ai eu la réponse de Veolia, c'est passé un mois. Et j'ai eu la chance de recevoir un mail pendant que j'étais en train de travailler dans mon ancienne entreprise pour dire que j'avais été prise et que voilà, que c'était moi et qu'il m'offrait le poste. Et donc ensuite, question logistique, tu as pris un avion et tu as déménagé dans le mois qui a suivi. Combien de temps ça a pris? Non, alors en fait, dans le process de recrutement, il m'avait demandé quand est-ce que j'étais disponible. Moi, j'avais déjà démissionné de Nouvelle-Calédonie parce que de toute façon, j'avais l'intention de partir. C'est-à-dire que si jamais j'avais pas eu ce poste-là, je serais partie en Australie de toute façon pour chercher un travail. Donc j'avais déjà l'intention de partir. Donc j'avais déjà démissionné, mais j'avais une période que Vas-y, je pense que tout j'avais le monde une a période de compris maintenant. démission de 3 mois. Ouais. Et en fait, j'avais donc fait à peu près un mois et demi au moment où ils m'ont proposé le boulot. Et en fait, c'était juste avant Noël. Et en fait, Veolia voulait que je commence avec un Working Holiday Visa de 6 mois. Sauf que j'avais déjà utilisé mon Working Holiday Visa parce que j'avais fait mes études et mon stage de fin d'études en Australie. Donc du coup, ils ont été obligés de lancer le process de Working 457 directement. Et la période entre le moment où j'ai signé mon contrat et Noël a été la période où j'ai travaillé avec l'agent de Veolia pour lui donner tous les papiers. Et en fait, on s'était mis d'accord sur un début de mon emploi le 5 février, je crois. Donc en fait, entre le moment où ils m'ont engagé et le moment où j'ai commencé, il y a eu presque 2 mois. D'accord. Ils ont été bien placés. Assez flexibles. Ce que ma chef m'avait dit, c'était entre moi et notre meuf qui était à Melbourne, mais qui avait déjà la pierre. Mais elle pouvait commencer quelque part. Donc c'est vraiment sur ça. Alors, une note pour ceux qui écoutent, le 457, c'est le visa sponsor, qui n'existe plus maintenant. Mais à l'époque, c'était le nom qu'il avait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai été sponsorisée directement au lieu de faire les 6 mois, on va dire les 6 mois de préavis qui étaient censés être en Working Holiday. Je les ai faits, mais sous un visa sponsorship. Comme j'avais déjà démissionné de mon travail en Nouvelle-Calédonie et que je connaissais ma période officielle de commencement de mon emploi en Australie, en gros, j'ai pris les 2 mois qui restaient pour organiser mon départ et je suis arrivée toute seule. C'est-à-dire que j'ai fini mon travail en Nouvelle-Calédonie le vendredi et le lundi après, je commençais à Veolia. Et j'ai donc déménagé de Nouméa à Sydney en un week-end. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est 2h30 d'avion. Donc voilà, c'était 2h30 d'avion. Donc en gros, j'ai pris un avion le samedi matin, je suis arrivée à Sydney le samedi midi.
J'étais logée chez un ami de ma famille pendant 2 semaines et cette personne est venue me chercher. J'ai passé le dimanche à m'acheter des affaires pour le travail et j'ai commencé lundi. Donc, direct. Voilà. Et donc on en a parlé un peu avant l'interview, ton partenaire est venu combien de temps après lui? Ça, donc mon copain est arrivé 6 mois après. Donc moi j'ai commencé début février et lui est arrivé un peu moins de 6 mois le 1er juillet. Donc pendant cette période-là, donc j'ai fait les 2 premières semaines chez un ami de mes parents, mais c'était pas une solution que je puisse rester sur le long terme. Donc en fait pendant ces 2 semaines, dès que je finissais le boulot, j'allais visiter des appartements. Et en fait j'ai trouvé une chambre dans un appartement que je partageais avec une autre personne. Et donc je payais à la semaine et c'était suffisant pour que je puisse vivre toute seule, il y avait tout, j'avais pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et en fait je suis restée dans cet appartement jusqu'à ce que mon copain arrive. Et quand mon copain est arrivé, 2 semaines avant qu'il arrive, j'ai commencé à regarder des appartements moi toute seule. Et en fait j'en ai trouvé un très vite et quand il est arrivé, je venais de déménager le peu d'affaires que j'avais de mon premier appartement à l'appartement qu'on a ensemble. Donc lui, il a eu toute la chance du monde, il est arrivé, il avait déjà l'appartement. Et il avait déjà l'appartement, mais il n'avait pas les meubles. Donc il a passé la première semaine où il était en Australie à faire les magasins, acheter les meubles. C'est génial. Voilà. Première semaine Ikea. C'est ça, j'avais acheté un matelas et puis il y avait des quoi manger et puis voilà. Donc voilà, mais effectivement, lui il est arrivé, donc c'est pareil, il bossait en Nouvelle-Calédonie, il a démissionné, il a fait sa période il a fait 3 mois de fin de préavis. Et puis ensuite, il est venu donc, le 1er juillet, mais sans emploi. Donc là où c'était intéressant, c'est que Veolia l'avait directement mis sur mon visa en tant que mon partenaire. Donc quand il est arrivé, il avait un visa, il pouvait travailler où il voulait. Et ça lui a pris 2 mois pour trouver un emploi. D'accord. Et pour partir maintenant sur toi qui arrives dans l'entreprise, donc tu as une chef indienne, une entreprise française mais en Australie, comment s'est passée l'intégration? Comment ça s'est passé tout simplement? Alors, il faut savoir que Veolia c'est quand même très multiculturel. À l'époque, je suis arrivée dans une équipe où donc ma chef était indienne, 2 autres de mes collègues étaient néo-zélandais et une grosse partie de l'équipe sur le site était australien. Moi, le plus vieux était français. Il y avait pas mal de personnes de Turquie, du Sri Lanka, donc c'était vraiment multiculturel. Et du coup, j'ai vraiment pas eu de soucis. Je pense que les gens savaient que je venais de déménager, que j'étais toute seule, que mon partenaire n'était pas là. Et je trouvais qu'ils ont été hyper accueillants. Ça s'est vraiment bien passé. Je m'entendais très très bien avec ma chef. Ils ont été vraiment hyper flexibles sur le fait que je devais trouver un logement. Donc oui, je pouvais partir un peu plus tôt le soir. Ou bien je pouvais partir le midi, travailler chez moi l'après-midi, 1 jour par semaine pendant le premier mois. Enfin, ça a été vraiment... j'ai vraiment eu aucun souci. Je me suis sentie vraiment accueillie et c'était très bien. Ça ressemble un peu à des habitudes australiennes quand même, le fait de voilà, c'est ça. Donc en fait, tout le monde arrive entre 7h30 et 9h et tout le monde est parti entre 3h30 et 17h. Donc franchement, non, ça a été beaucoup plus facile que ce que je m'attendais. C'est-à-dire que là où ça a été compliqué, ça a été vraiment de balancer le fait que une semaine avant ou 3 jours avant, j'étais dans une autre entreprise avec des autres collègues et avec des autres responsabilités et que 3 jours après, je me suis retrouvée à devoir faire ma place en fait dans une équipe qui avait bossé sans moi pendant plusieurs mois, quoi. Donc tu es arrivé en tant que project engineer, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'équipe, puisque je sais que tu as évolué ensuite, donc ça va être intéressant de savoir comment ça s'est passé. Donc en fait c'était une équipe qui venait d'être montée, c'est-à-dire que ça faisait 6 mois en gros que Veolia avait recruté l'intégralité des gens pour ce projet en particulier. Donc c'est un contrat de maintenance sur une durée de 4 ans pour la ville de Sydney. Et en fait Veolia avait décidé de prendre des gens de l'extérieur pour que ce soit monté plus vite en fait, pour que l'équipe soit montée plus rapidement. Et l'intégralité des gens qui étaient là depuis à peu près 6 mois. Et il y avait un project engineer qui était là au début et qui a démissionné entre temps et qui est parti. Donc c'est pour ça qu'il a recruté quelqu'un. C'est-à-dire que entre le moment où moi je suis arrivée et le moment où cette personne a démissionné, il s'est peut-être passé 3-4 mois. Le process de recrutement a pris du temps et ensuite ils ont décidé de prendre moi qui est arrivé 2 mois après. Donc en fait pendant 3 mois ils n'ont eu personne. Donc tu arrives avec déjà des montagnes de papier. Voilà, donc je suis arrivée déjà avec des gens qui étaient là. Heureusement que t'es là. Tiens, voilà, c'est pour toi. Maintenant, tu te débrouilles. Merci, fais ton travail. Mais disons que toujours à l'australienne, c'est-à-dire en restant super sympa, en expliquant très bien ce qu'il fallait faire. Ça n'a pas été balancé en mode t'es ingénieur, t'es censé savoir te débrouiller. Comme on peut peut-être le voir dans certaines boîtes françaises. Donc en fait, je suis arrivée, disons, dans une équipe qui était
plus ou moins fonctionnel avec une personne qui manquait. Donc, Combien de personnes dans l'équipe? Donc, dans les bureaux, 4 personnes. Ouais. Dans les bureaux, 4 personnes. Donc, chef de projet, project engineer, une personne qui faisait le planning et une personne qui faisait l'administratif. Et sur le terrain, une quinzaine de personnes. Donc, le superviseur et voilà, une quinzaine d'opérateurs, plus un sous-traitant à gérer. Donc, en fait, moi, en tant qu'ingénieur de projet, j'étais censée mettre en place tous les process. Ça, c'était n'importe quoi, les gars faisaient n'importe quoi, on savait pas qui répondait à qui, etc. Donc moi, c'était les 3 premiers mois, c'était les process, qui fait quoi, quand il y a un problème sur site, on appelle qui, comment ça se passe, etc. Donc c'était c'était pas du tout de l'ingénierie, c'était de l'organisationnel, et c'était du relationnel, et c'était voilà, de la structuration de procédures et de process en interne et avec le client pour faire en sorte qu'on arrive à faire quelque chose d'à peu près cohérent de cette équipe. Et ça a été super intéressant parce qu'en fait, ça m'a permis de m'immerger beaucoup plus vite dans l'équipe que ce que j'aurais pu faire si j'avais été planificatrice ou chef de projet directement. Parce qu'en gros, c'était mon rôle de faire les process, donc je vais passer du temps sur le terrain et dans le bureau avec tout le monde pour, pour coordonner un peu toutes les activités. Donc c'était bien parce que ça m'a permis effectivement de m'intégrer beaucoup plus vite, je pense, et surtout d'obtenir, on va dire, un espèce de respect plus facilement de la part des équipes de terrain qui ont toujours un petit peu tendance à considérer que quand on est dans les bureaux, on comprend rien et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et le fait d'avoir passé du temps avec eux, disons que ça m'a donné un petit peu on va dire, une marche sur laquelle je pouvais monter pour, quand j'avais besoin de quelque chose, je pouvais demander plus facilement des faveurs ou de l'aide parce que j'avais passé du temps avec eux et pour eux ça avait de la valeur. Donc ça c'était bien, ça a été super intéressant, on va dire, pendant 3-4 mois. Et puis ensuite, à partir du moment où on est rentré dans une espèce de routine, c'était beaucoup plus faire en sorte d'augmenter la productivité. Je suis arrivée, ça se passait pas très bien, on faisait vraiment pas beaucoup d'argent, etc. Et en fait, mon but après, ça a été de voir les types de projets, enfin les types de travail qu'on faisait tous les jours, sur lesquels on perdait ou on gagnait de l'argent. Ok. Et ensuite, donc, tu as évolué. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que pour le coup, on se connaît, hein, mais je ne suis pas sûr de le savoir, donc ça m'intéresse aussi. Donc ça a été super dur l'évolution parce qu'en fait. Déjà, est-ce que c'est dans la même équipe? Parce que ça a changé de donc c'était dans la même équipe, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que je suis chez VES, ça fait 2 ans que je suis sur le même contrat. Donc déjà voilà. Donc disons qu'en fait, on avait une trop grosse équipe. On va dire on avait trop d'overhead par rapport à l'équipe de terrain et à la productivité qu'ils avaient pour pouvoir faire de l'argent. Donc en fait, moi je suis arrivée, ça faisait 3-4 mois que ça avait commencé, ça perdait de l'argent, mais bon, c'est le début, c'est normal. Au bout de 6 mois que j'étais là, ça faisait 9 mois qu'on perdait de l'argent et c'était plus normal du tout. Donc voilà, donc en fait, je suis arrivée, ça perdait de l'argent, mais on trouvait que c'était normal au point de vue dans la time frame dans laquelle ça avait commencé. Au bout de 9 mois, c'était plus normal du tout. Et en fait, la personne qui m'avait recruté, donc moi N+2, a changé de job en interne au groupe. Donc il est parti d'Australie pour rester dans le groupe Veolia. Donc moi N+2 a changé de poste en interne au groupe. Donc il est parti à l'étranger. Il est rentré en France pour son nouveau travail. Et en fait, il a été remplacé par une personne du groupe Veolia en Australie qui travaille à l'époque à Melbourne. Donc cette personne a déménagé de Melbourne pour venir prendre le poste à Sydney. Et en fait, en tant que nouveau chef, il fallait faire quelque chose sur ce programme qui ne faisait absolument aucun argent. Donc en fait, il a décidé de tout réorganiser et cette réorganisation est passée par une grosse partie du overhead a été en gros soit réaffectée à d'autres projets, soit tout simplement faite redundant, comme on dit en Australie, c'est-à-dire licenciement économique. Donc ce qui arrive un peu partout et ils ont le droit de le. Enfin, c'est incroyable la facilité qu'ils ont à virer des personnes qui sont redundant en un mois. C'est ça, donc là ils ont dit qu'en fait on n'avait plus besoin d'un chef de projet. Voilà, ce qui est complètement bizarre, sachant qu'ils m'ont promu en tant que chef de projet 3 mois après. Donc voilà, donc c'est la magie du système australien. Mais un trimestre plus tard sur les budgets. C'est ça. Et en fait, ils ont fait ma chef redundant. Donc ils ont fait redundant. Moi, ils m'ont gardé, ils m'ont promu à sa place, et les 2 autres personnes qui étaient dans les bureaux avec nous, ils les ont réaffectées à d'autres projets. Et une grosse partie des équipes en interne a été faite redundant aussi. Et en gros, ces gens-là ont été réembauchés par mon sous-traitant, qui s'est retrouvé à passer de 20% du scope de notre contrat à 80% du scope de notre contrat. Et
les équipes qu'on a gardées en interne faisaient le complément de ce que mon sous-traitant ne faisait pas. Donc en fait, au bout de... Donc ça faisait à peine 6 mois que j'étais là. J'ai été convoquée par mon nouveau N+2 qui m'a expliqué que voilà le plan. Et tu n'as rien le droit de dire parce que c'est confidentiel. Pendant combien de temps tu le savais? Donc pendant à peu près un mois. Pendant à peu près un mois, je savais ce qui allait se passer, mais on m'avait clairement fait comprendre que si jamais je disais quoi que ce soit, c'était ma place ou celle de ma chef en fait. Donc vous vous doutez bien que sur 6 mois, arriver en Australie sur un visa qui dépendait de l'entreprise, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire que je n'ai rien dit. Donc ça a été quand même très compliqué parce que je m'entendais très très bien avec ma chef en particulier et le reste de mon équipe. Et en fait, ça s'est fait, disons que ça s'est fait d'une façon qui était beaucoup plus facile pour moi, c'est je suis partie en congé. Quand je suis revenue de mes congés, ils avaient fait le plan. Donc c'était go ahead with the plan. Donc en fait, je suis partie un vendredi, j'ai dit au revoir à tout le monde comme si je les revoyais 2 semaines plus tard, et je suis revenue 2 semaines plus tard en sachant personnellement que tous les gens sont partis. Et en fait, ça a quand même été très dur pour moi. Enfin, c'est-à-dire que je suis pas du tout le genre de personne qui aime faire de la politique et aime cacher des choses, et ça a été quand même très compliqué pour moi. Voilà, c'est passé. Mais disons que ça n'a pas été la meilleure période de mon année 2017. Et ensuite, à partir du moment où donc, tout le monde est parti, j'ai repris l'intégralité de ce qui restait. Quoi. Donc, le management des sous-traitants, le management du peu d'équipe qu'on avait en interne, la reprise de l'intégralité des conversations avec le client, et puis voilà, faire en sorte qu'on arrive enfin à faire de l'argent sur ce projet. Donc ça a pris quand même 3-4 mois avant qu'on arrive à redresser le truc. Et maintenant, ça fait presque 1 an et demi qu'on fait de l'argent. Donc voilà. Mais disons que ça s'est fait dans la douleur. À l'australienne, on va dire. À l'australienne. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait que tu as repris le scope, avec une question d'une des auditrices, Aurore, qui demandait comment justement en tant que project manager tu arrives à... s'il y a des astuces pour gérer ta workload, qui là en l'occurrence s'est retrouvée... Comment tu t'y es pris? Est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Alors déjà, pour répondre très honnêtement à Aurore, ce que j'ai fait au jour le jour pendant presque 1 an n'était pas le scope d'un project manager. C'est-à-dire que c'est un contrat, donc déjà c'est beaucoup plus de la gestion de contrat que de la gestion de projet, parce qu'un contrat c'est pendant une période d'année fixe, on a à peu près 5 ou 6 différents types de jobs qu'on peut faire, et le client nous demande tel job, tel jour, et il faut organiser. Donc on va dire que c'est très opérationnel, et ça devient assez rapidement répétitif, parce que c'est souvent le même genre de problème, c'est juste l'endroit et le jour qui changent, mais on va dire qu'au bout d'1 an, on a compris un peu ce qui pouvait se passer, et on sait à peu près toutes les alternatives qu'on peut avoir pour tous les problèmes. Donc ça a été... en fait, en gros, je me suis occupée des équipes, de leur planning, etc. pendant plus d'1 an. Et le côté projet, c'est-à-dire essayer d'étendre ce qu'on faisait à d'autres clients, etc., ça a été mis de côté parce qu'en fait, j'avais juste pas le temps. Quoi. Donc, j'ai quand même beaucoup bossé, c'est-à-dire que pour les Australiens, je bossais beaucoup. Donc, je faisais des journées de 10 heures, on va dire, comme on commençait tôt, je faisais 7h, 17h en moyenne, voire 6h, 18h au besoin. Et quand je partais en vacances, j'avais mon ordinateur de travail et puis je regardais mes mails de façon assez régulière. À côté de ça, pour tout ce qui était la paperasse, etc., j'ai demandé à mes collègues de m'aider. Donc j'avais une admin qui est une personne qui faisait de l'administratif dans une autre équipe qui a commencé à m'aider au fur et à mesure avec les timesheets des opérateurs, tout ce qui était les ordres d'achat pour le matériel, etc. Elle a pris ça en main. Mais sinon, tout ce qui était opérationnel, les équipes, on va dire la gestion des opérateurs qui reste qui prend beaucoup de temps et d'énergie, c'était pour moi. Avec quels outils tu as fait ça? En fait, on avait un système en interne de gestion, on va dire, qui correspondait à la gestion d'assets pour le client, qu'on avait élaboré spécialement pour le client. Donc ça m'aidait à être beaucoup plus rapide sur tout ce qui était l'organisation de nos équipes, etc. Sinon, j'ai envie de dire, avec des outils purement et simplement relationnels, c'est-à-dire en faisant en sorte que les gens aient envie de m'aider. Donc, je sais pas si c'est un conseil. Comment est-ce que tu fais ça? Je sais pas si c'est un conseil. Déjà, alors, après, je sais pas,
c'est un avis strictement personnel, mais déjà, je pense qu'en respectant les gens en tant que personne, en restant, je pense, toujours très poli avec les gens et en essayant de jamais les mettre en porte-à-faux sur quoi que ce soit, même s'ils ont fait une énorme bourde et que tu vas devoir corriger les erreurs pendant 10 ans, ça sert à rien de m'appeler dessus, ça sert à rien de les mettre dans des situations où ils se sentent hyper coupables, parce que ça crée beaucoup d'animosité après, ça aide pas. Et puis je pense que je devais avoir l'air désespérée la moitié du temps et qu'il y a quelques personnes qui ont eu pitié de moi et qui se sont dit bon, on va l'aider. Mais non, disons que je bossais beaucoup, ouais. Je bossais beaucoup et clairement, il manquait une personne avec moi. J'aurais pu avoir des journées de travail normales si j'avais eu une personne avec moi qui aurait repris une grosse partie de tout ce qu'on fait. Une dernière question avant de passer aux questions rapides. Oui. Maintenant, ça fait 2 ans. Ouais. On a parlé un peu des différences culturelles en termes de work-life balance et qu'on trouvait que tu travaillais trop. Est-ce que tu as vu un effet sur la relation avec tes collègues ou sur le travail, quelque chose de négatif au niveau des... Tu veux dire parce que moi je travaillais beaucoup? Oui. Non, je pense que les gens étaient surtout se sentaient, comment dire, ils s'inquiétaient pour moi, je pense. Dans le sens, c'était beaucoup de commentaires, mais rentre chez toi, il faut pas que tu sois trop fatigué, c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas grave si tu le fais pas aujourd'hui, rentre chez toi. Enfin, j'avais beaucoup de collègues qui partaient le soir et qui voyaient que je restais toute seule dans les bureaux et je pense que ça les inquiétait un peu parce que pour eux c'est pas habituel et puis voilà, on va dire que les Australiens, une journée de travail normale, c'est 9h-17h, avec une demi-heure de repas le midi. Et puis si on fait plus, et ben on est payé par heure en fait. Donc le fait que... Toi, tu ne l'es pas. Non, moi je suis cadre, donc en fait je suis payée par mois et c'est censé couvrir les heures sup, le week-end, si je dois travailler de la nuit, c'est censé couvrir ça, etc. Et après c'est, on va dire, un arrangement avec le chef pour récupérer éventuellement le temps... D'où leur surprise à des collègues. Voilà, donc en fait, ben, eux, effectivement, ils faisaient 8h, 9h, 10h grand max quand il y avait vraiment des choses à rendre et que c'était hyper urgent. Mais la plupart des gens, voilà, arrivaient on va dire à 8h, partaient à 16h. Et moi, j'étais là entre 6h30 et 7h30 le matin et je repartais pas avant 17h. Donc, j'étais pas la seule, il y avait une autre personne sur un autre projet qui a beaucoup travaillé aussi. Et qui était française aussi d'ailleurs. Je pense que ça a un petit rapport. Et c'est vrai que ben voilà, on était un peu les deux fous de l'entreprise qui bossaient comme des malades et les gens, voilà, bah ça les faisait. Enfin voilà, au bout d'un moment ils arrêtent de poser la question, mais disons que ça les met pas mal à l'aise, mais ça. Ils se questionnent quoi. Est-ce que c'est parce que t'as trop de travail ou est-ce que c'est parce que t'as du mal à s'organiser? Hier, c'était pour l'interview d'Alex, on a parlé du feedback et de la difficulté d'avoir un vrai feedback des Australiens, de devoir devoir utiliser des moyens détournés. C'est un vrai problème. Donc, à ce niveau-là, en termes de communication avec les Australiens, qu'est-ce que tu as remarqué et comment tu t'y prends pour communiquer avec eux? Alors moi, je dois avouer que donc, je suis une personne qui est très directe et j'ai du mal à comprendre, comment dit-on, ce qui est suggéré. J'ai du mal à comprendre quand c'est suggéré. Il faut me le dire très clairement, tu fais un bon boulot, tu fais du mauvais boulot, et dans ce cas-là, je vais enregistrer. Et disons qu'avec les Australiens, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La première réunion que j'ai eue avec mon client, on a passé 1h30 à dire que c'était génial, et puis je suis rentrée à mon bureau et je me suis retrouvée devant un mail qui faisait 2 pages de long, qui nous expliquait qu'en fait on faisait du boulot de chiottes et qu'ils n'étaient pas du tout contents et que ça allait pas. Alors qu'à aucun moment ça n'a été mentionné pendant la réunion. J'étais là, mais comment ça? Et ça avait l'air de surprendre personne et en fait je me suis rendu compte que c'était le style australien, c'est-à-dire qu'on ne parle pas directement des problèmes qu'il puisse y avoir parce que ça peut mettre les gens mal à l'aise. Donc, on règle ses problèmes par mail. et disons que les seules personnes avec qui j'ai pu avoir des discussions vraiment très franches étaient, alors c'est mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, étaient des gens qui étaient australiennes de nationalité, mais éduquées dans une autre culture que la culture australienne. Donc, des Indiens, des Français, des Allemands. Et on va dire que là, j'ai un nouveau chef chez Veolia qui est australien mais qui est très direct. Et ça surprend pour un Australien parce que du coup, quand il a un problème, il le dit. Et alors moi, j'adore. Ça me permet de bosser de façon beaucoup plus rapide et efficace. Mais c'est vrai qu'il y a certains collègues qui trouvent qu'il est un peu trop
un peu trop, voilà, qu'il y va un peu trop fort sur les commentaires parce que on n'a pas l'habitude, ils sont pas l'habitude de s'entendre dire, non, là je suis pas content, c'est pas ce que je voulais et j'aimerais bien que tu refasses. Après, une fois qu'on a compris comment ça se passait, disons que voilà, il faut appliquer la règle et ne jamais dire que c'est pas bien, ne jamais dire que c'est négatif. Donc, comment tu vas leur dire au final? Disons que maintenant ça fait déjà 2 ans que je travaille avec les mêmes personnes depuis 2 ans, donc je connais les caractères. Donc il y a des personnes à qui je sais que je peux dire là je suis pas contente, mais c'est pas contre toi personnellement, j'ai compris les raisons pour lesquelles tu n'avais pas fait ce que je t'avais demandé, etc. Mais voilà, maintenant j'attends de toi. On va passer aux questions rapides alors. Pas de problème. 4 questions. Le premier, est-ce que tu aurais un livre ou une source de lecture que tu recommanderais au niveau career-wise, tout ce qui est relatif au monde professionnel? Alors oui, justement, c'est un livre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé. Ça s'appelle How to Make Friends and Influence People De Carnegie. de Carnegie, qui a été écrit dans les années 30 et qui est quand même hyper actuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste comment apprendre à gérer les gens et à faire aux gens ce qu'on veut quand ils n'ont pas envie de le faire. Donc c'est plutôt intéressant. Après, tous les tips qu'ils donnent ne marchent pas forcément, mais disons que j'ai essayé d'appliquer plusieurs des choses qui étaient recommandées dans le livre et au final, j'ai toujours eu un résultat qui était mieux que avec la méthode que moi j'aurais utilisée personnellement. Quelque chose que je ne supporte pas, et bon, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens, c'est la manipulation. Et j'ai souvent eu l'impression dans mon travail et en Nouvelle-Calédonie et en Australie qu'il fallait manipuler les gens, les influencer, on va dire, négativement pour réussir à avoir ce qu'on veut. Et c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc ce livre, ça m'a permis d'avoir des méthodes, ou au moins d'essayer de comprendre ce que la personne voulait, et pour pouvoir... et encore, l'influencer, c'est un terme que je trouve un peu trop négatif, mais la convaincre que ce que moi je lui demande de faire, ça va aussi en son intérêt. Et ça, j'ai trouvé que c'était une approche qui était beaucoup plus constructive au final, au niveau des relations interpersonnelles, que de juste dire quelque chose à Joe et dire quelque chose de différent à Bill et de voir comment les deux se parlent et d'essayer de faire en sorte qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, qui va moins me servir. Très bien. Super. Deuxième question. Oui. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe auquel tu te réfères souvent ou que tu aimes particulièrement? Alors, oui, c'est une citation. C'est, on va dire, un conseil que mon père m'a donné quand j'étais très jeune. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont certainement extrêmement nombreux, j'ai une grosse tendance à paniquer dès que les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu. Et mon père me dit toujours, il est urgent de ne rien faire. C'est-à-dire, quand ça va pas comme tu veux, ne fais rien, n'appelle pas les gens, n'essaie pas de régler le problème maintenant. Prends ton temps, réfléchis, respire un bon coup, analyse la situation, et une fois que tu as fait un plan, tu peux commencer à mettre en place des actions pour essayer de régler ton problème. Mais alors je trouvais ça complètement débile quand j'avais 15 ans, et maintenant j'essaie de l'appliquer à chaque fois que j'ai un souci, et ce qui est pratiquement de façon journalière, parce que quand on fait des opérations, toujours un problème, et en fait ça aide, c'est-à-dire juste pose-toi, prends le temps, le problème ne va pas se régler en 5 secondes, donc tu peux... Il est urgent de ne rien faire. Il est urgent de ne rien faire. On dirait un conseil de project manager. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? C'est ça, je sais pas. Donc on s'étend, et puis on réfléchit, et puis on n'est pas obligé d'appeler le client dans les 5 secondes qui suivent, on va l'appeler dans la demi-heure, et puis entre-temps on va réfléchir à quelque chose d'intelligent. Si tu pouvais revenir en arrière à ton arrivée en Australie, est-ce que tu te donnerais un conseil à toi-même ou est-ce que tu changerais quelque chose dans ce que tu as fait? Je pense que si je devais refaire quelque chose, changer quelque chose dans mon approche, déjà je me serais mise dans une colocation avec plus de gens. Parce que finalement, la solitude des 6 premiers mois, ça n'a pas été si facile que ça. Donc, j'avais de la chance d'avoir des amis que je connaissais de Nouvelle-Calédonie qui étaient assez donc que j'ai pu contacter. Mais en dehors de, donc, une amie de Nouvelle-Calédonie et de ma coloc, qui était plus âgée, je connaissais personne. Et disons que bon, j'ai dû quand même
aller à des meet-up, etc., aller à des choses organisées par des Français ou juste par des associations étrangères pour essayer de rencontrer des gens. Puis avec le boulot, finalement, j'ai rencontré pas mal de personnes. Je pense que si je devais refaire quelque chose, je me mettrais dans une coloc, on va dire, avec au moins 3 ou 4 personnes. Même si c'est des gens qui sont plus jeunes et qui font plus souvent la fête, etc., ne serait-ce que pour rencontrer des gens plus rapidement. Si on rencontre 4 personnes d'un coup, et ben, on peut tomber exponentiellement, on rencontre plus de gens derrière. Et c'est vrai qu'il y a eu deux ou trois soirées où j'étais vraiment toute seule et c'était vraiment pas facile parce que t'es dans un nouveau pays, ton copain n'est pas là, t'es quand même dans un environnement complètement différent avec des codes qui sont pas les mêmes, même si la culture australienne est beaucoup plus proche de la culture française que d'autres cultures, et avec un nouveau boulot qu'il faut réussir à gérer avec le stress qui vient avec. Donc c'est vrai que oui, si c'était à refaire, c'est ça, je me mettrais en coloc pour les 6 mois avant que mon copain est arrivé, je me serais mise en coloc avec plus de gens. Fair enough. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais, c'est top, hein. C'est très précis. Ok. Dernière question. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un ou une ingénieur français qui chercherait un travail dans le même domaine que toi en Australie ou qui chercherait à évoluer dans ce domaine-là? Alors, je vais faire une réponse en deux parties, mais pas vraiment. En fait, ça va dépendre. Ça dépend de ton âge et ça dépend de ton expérience. Si t'es comme moi, ou comme beaucoup de gens qui viennent en Australie, t'as moins de 30 ans ou vers la trentaine et que t'as, on va dire, une expérience limitée, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, un conseil que je donnerais, c'est ne pas avoir peur de descendre en grade sur le travail qu'on prend en Australie par rapport à ce qu'on faisait en France. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils sont chefs de projet en France, il faut forcément qu'ils soient chefs de projet en Australie. Non, tu n'as aucune expérience en Australie. Et c'est hyper important pour les Australiens d'avoir de l'expérience en Australie. Donc en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais chef de projet en Calédonie, je gérais 40 personnes, mais j'avais envie de venir en Australie et le poste d'ingénieur qui m'offrait était intéressant. Donc j'ai accepté un boulot moins bien que ce que j'avais en Nouvelle-Calédonie et avec un salaire moins intéressant, mais ça m'a permis de rentrer dans une boîte et puis voilà, après les choses ont fait qu'au bout de 6 mois j'ai été promue. Donc voilà, donc ce serait un conseil que j'aimerais, c'est-à-dire oui, vous aviez un poste et c'est peut-être un excellent poste en France, mais personne ne vous connaît ici, il faut faire son trou, quitte à rester ne serait-ce que 6 mois ou 1 an dans une boîte, et puis si ça évolue pas, et bien changer, mais au moins on a quelque chose à mettre sur son CV, on a des gens qui peuvent nous recommander qui sont en Australie, et ça je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font je pense l'erreur de se dire qu'ils valent tant d'argent et tant de responsabilités, et en fait arriver devant les recruteurs, et la question qu'on vous pose c'est mais vous n'êtes pas ici, vous n'avez aucun contact, vous n'avez aucun réseau, qu'est-ce qui nous prouve que vous valez ce que vous prétendez? C'est une question tout à fait sensée. Et je pense que surtout pour les jeunes ingénieurs, redescendre en grade après avoir bossé 2 ou 3 ans, c'est pas grave. Et puis si on est bon, et ben ça se voit tout de suite, en partie aussi parce que les Français et les étrangers sont prêts à mettre plus d'heures dans leur travail parce qu'on est aussi habitué à faire des grosses journées. Et du coup, ça se voit et ça fait la différence. Et si on est bon, et ben, ça va remarquer, ça va évoluer plus vite. Ok, et pour ceux qui ont plus de 30 ans? Et pour ceux qui ont plus de 30 ans, c'est pas mon cas, donc je ne sais pas, mais je pense que effectivement, passer une certaine expérience, peut-être les choses sur lesquelles il faut jouer, c'est l'expertise. C'est-à-dire, je sais pas, l'expertise dans une certaine industrie ou l'expertise sur un certain logiciel, même si c'est pas ce qu'on veut faire d'entrée, et voilà, se dire, voilà, je fais des macros sur VBA depuis 10 ans, je suis super bon dans ça, et puis essayer peut-être d'orienter sa recherche, on va dire la présentation de son CV sur une expertise particulière qu'on a, plutôt que ça fait 10 ans que j'ai géré des équipes et je peux être sales manager, ok, peut-être certainement quelque chose dans lequel on est meilleur que d'autres, et c'est peut-être sur ça, je pense que je recommanderais d'essayer de jouer en particulier. Ok, donc de la flexibilité quand on est jeune et plus montrer sa spécialisation quand voilà, après on peut avoir de la chance et tomber sur moi j'estime que j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur un français qui connaissait les écoles d'ingénieurs françaises, qui avait mon résumé et mon CV, et qui s'est dit que ça valait ce que ça valait parce qu'il était français, et clairement je reste persuadée que je n'aurais jamais eu le poste chez Veolia si j'avais postulé directement sur le site internet, parce que je n'aurais jamais passé
le filtre des RH qui aurait vu Nouvelle-Calédonie et c'était fini, on n'en parlait plus. Donc le réseau. Donc le réseau, extrêmement important. Et surtout, je pense, pas hésiter à contacter des gens, quoi. Maintenant, avec des applications comme LinkedIn, et ben, depuis que je suis arrivée en Australie, j'ai eu, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui m'ont contacté pour des stages, ne serait-ce que pour boire un verre, pour rencontrer, etc. C'est toujours ça de prix. Et puis, il y a toujours des gens qui donnent des super bons conseils. Je dis pas que c'est mon cas. On peut toujours rencontrer des gens qui donnent des super bons conseils ou même qui nous mettent en relation avec quelqu'un qui va nous permettre d'avoir un boulot. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je connaissais une personne qui m'a mis en relation avec la bonne personne et ça, c'était pas mal. Donc, ne jamais négliger le réseau. Top. Merci Iris. Merci beaucoup, toi.